Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle Unipop. Nous sommes en direct avec 27 cinémas. C'est une nouvelle avant-première ce soir et nous avons le grand plaisir, nous sommes vraiment très émus d'accueillir une actrice dont on a vu beaucoup de films à Pessac et ailleurs en France et même dans le monde, qui est aussi, depuis cette année, réalisatrice. J'ai nommé Isabelle Carré. Bonsoir. Merci. Pas vraiment dans le monde parce que j'ai une carrière très, très franco-française. Mais les films, ils voyagent quand même. J'ai jamais parlé anglais, d'où cette carrière internationale voilà, qui nous a tous frappé l'esprit. Je voudrais saluer tous les cinémas qui sont là parce que vous faites tous un travail si important. Vous allez le voir, là, le film raconte bien ça, à quel point moi je crois au pouvoir du cinéma. Je vais vous dire juste une phrase. Le cinéma, oui, un film peut vous sauver une soirée, mais il peut aussi vous sauver la vie. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je vous raconte pas tout, mais vous verrez. Et sinon, juste pour vous parler un peu de la genèse de cette histoire, peut-être certains d'entre vous ont lu Les Rêveurs. Oui, et voilà, alors qui est sorti en 2018. Je n'avais pas du tout l'intention d'en faire un film de cinéma. C'est un producteur, Philippe Godot, de la Pan-Européenne. Je salue d'ailleurs Renaud, à la Pan-Européenne, qui m'accompagne, qui est venu me voir en 2018 et qui m'a dit qu'il trouvait que j'avais une écriture cinématographique. Alors je lui ai dit oui, mais non. Le bon endroit pour cette histoire, d'expression pour moi pour cette histoire, c'est le livre. Et puis le temps a passé, le confinement est arrivé, et là, comme nous tous, j'ai vu les chiffres terribles de la désespérance des jeunes augmenter, leur hospitalisation de plus en plus nombreuse en centre de pédopsychiatrie. Et je me suis dit que peut-être ça avait du sens de mettre mon expérience dans un hôpital psychiatrique dans les années 80 en perspective avec ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Donc je me suis lancée dans cette aventure et vraiment je ne le regrette pas à aucun moment, mais je dois vous dire que le moment qui me procure le plus d'émotion, c'est ce moment-là. C'est ce qu'on vit là, ensemble, le partage qu'il y a à chaque fois qu'on montre le film, l'émotion qui circule dans la salle et que vous venez aussi me livrer ensuite, c'est complètement inoubliable. On s'en est rendu compte en le montrant dès les premières fois, au Festival d'Angoulême notamment, ou à Vierzon, où on a gagné le prix du public. À chaque fois qu'on partage ce film, voilà, il se passe vraiment des choses fortes, émouvantes, et je dois le dire, parce que le sujet peut faire peur, donne de l'espoir. Voilà, c'était vraiment le but pour moi, c'était de donner de l'espoir et de produire ce que le film que j'ai vu dans cet hôpital a produit pour moi, mais je ne vous raconte pas, de l'espoir et envie de vivre, quoi. J'espère que ce film redonne encore plus d'élan à nos vies. Merci beaucoup, Isabelle Carré. Et peut-être on peut poser une première question sur le livre avant de parler du film. Parce que tout à l'heure, Isabelle, donc on a évoqué le passage du livre au film, mais le passage au livre qui a précédé, donc c'était en 2018, c'est ça ? Le livre est sorti en 2018. 2018, qui a eu déjà un écueil formidable, incroyable. Vous disiez tout à l'heure, plus de 200 000 livres. Ils rigolent parce qu'ils ont entendu écueil. Accueil. C'était bien un accueil. Un accueil. Et non pas un écueil. C'est le Pessac Attention, j'ai lu Psychopathologie de la vie quotidienne de Freud. Il faut que je fasse attention. Oui, donc voilà, c'est un livre très personnel. Comment on a vu tout à l'heure au générique que vous remerciez une personne à qui vous aviez confié cette histoire. Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider. C'était très très joli. On était ensemble. On partageait les mêmes loges dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Mathurins et qui n'a qu'une loge commune. Elle jouait une pièce de Zweig. Moi, je jouais Une femme à Berlin, un monologue.
On était toutes les deux dans des monologues d'ailleurs. Et donc on parlait, et un jour je lui ai raconté cette histoire que j'avais jamais racontée à personne à ce moment-là. Et on s'est serré dans les bras, et voilà. Et c'est pour ça que je la remercie, parce que c'est la première personne à qui j'ai raconté cette histoire. C'est drôle de raconter ça à la fille de Romy Schneider. Vous imaginez, j'étais vraiment émue. Et parce que je lui ai dit, voilà, ta maman m'a quand même sauvé la vie. C'est pas rien. Ta maman, parce que... Pardon ? Alors, vous dites ta maman, donc en parlant de Romy Schneider. Ouais, m'a sauvé la vie parce que j'ai vu ce film, Une femme à sa fenêtre, et que son émotion à elle, à Romy Schneider, était si belle. Et je trouvais mon émotion à moi, qui suis hyper émotive, j'espère que vous le remarquerez pas trop ce soir, était si embarrassante. Mon émotion à moi me gênait tellement, tout le temps, ça débordait tout le temps, c'était pénible. Et quand j'ai vu l'émotion si belle dans le visage de Romy Schneider, je me suis dit que peut-être que dans un théâtre ou dans un film, elle aurait sa place. Et donc, en sortant de l'hôpital, comme c'est raconté là, je me suis inscrite dans un cours de théâtre. Et j'ai fait ouf. Le premier sentiment quand je suis arrivée dans le cours, c'était vraiment un énorme ouf, un grand soulagement. Non seulement mon émotion n'était pas encombrante, embarrassante, mais elle était souhaitée, souhaitable, encouragée par la prof de théâtre, comme vous l'avez vu, qui trouvait que ça réveillait la scène, que ça lui donnait, une vibration aux choses que je pouvais jouer, que je pouvais interpréter. Et effectivement, la première chose qu'elle m'a donnée à jouer, c'est Mademoiselle Else. Magnifique. Pour lequel vous avez eu plus tard un Molière. Un Molière, voilà. Et c'est pas la prof qui a parlé de moi aux personnes qui m'ont proposé cette pièce, c'est des résonances, on pourrait dire des hasards. Paul Éluard dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, c'était mes rendez-vous avec ce texte et avec Romy Schneider, sans doute. Et j'ai reçu le prix Romy Schneider, qui est le plus beau prix. Oui. Pour moi, c'est le plus beau prix. J'ai reçu un César et 2 Molières. Mais le plus beau prix, c'est le prix Romy Schneider. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Alors, on me fait signe que c'est bon, que nous sommes à nouveau en direct avec les 27 autres cinémas. Voilà. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On a déjà un tout petit peu commencé, mais presque pas. On n'a presque rien dit, vous inquiétez pas. Alors, tout à l'heure, en ouverture, vous évoquiez le fait que Philippe Godot, vous avez tendu une perche pour adapter votre propre livre. Alors, c'est un cas de figure qui est quand même rare, je crois, qu'une actrice devienne réalisatrice, qu'elle adapte son propre livre, lequel propre livre raconte sa propre histoire. Mais c'est vrai, mais il faudrait regarder s'il y en a... Non, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. S'il y en a qui ont des idées dans la salle. Donc ce travail d'adaptation, en fait, comment vous le faites ? Parce qu'il y a des vraies différences pour le coup, de narration, entre le livre et le film. Alors j'ai un petit peu travaillé au départ avec Agnès de Sassy, mais j'avais besoin quand même, on discutait beaucoup. Agnès de Sassy est une grande scénariste. Elle a travaillé avec Pascal Bonitzer, d'ailleurs un film dans lequel j'ai joué avec le très regretté Jean-Pierre Bacry, s'appelle Chercher Hortense. Et elle a signé tous les films en collaboration avec... ça y est, je vais avoir un trou de nom. J'ai tout le temps des trous de nom. Valéria Bruni-Tedeschi. Merci Renaud. Voilà, elle a fait tous les films de Valéria. J'ai fait moi-même un film avec elle, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, qui s'appelle La fille d'un grand amour. Voilà, et donc c'était très naturel pour moi de travailler avec elle, d'autant que je la connaissais depuis Beaufix, puisqu'elle était assistante à la réalisation dans Beaufix, un de mes premiers films. Et c'est une très grande scénariste. Donc on a discuté beaucoup. Mais après, j'avais besoin, comme c'est une histoire très intime, que tout ce qui soit écrit vienne de moi, que ce soit mes mots, que ce soit mon écriture. Donc on discutait, j'écrivais, on discutait, j'écrivais, voilà, jusqu'au moment où on n'a plus discuté, et puis j'ai continué l'écriture. Il y a quelques partis pris très forts par rapport à la... Au livre, ouais. Oui, par rapport au livre, il y a des passages qui sont très développés, et inversement d'autres qui sont
un peu oublié. Ben oui, oublié. je ne pouvais pas adapter 350 pages, c'est impossible. Un scénario en fait 90, écrit gros en plus. Donc Oui. il fallait que je fasse un choix. Mais encore une fois, je vous l'ai dit au début de cette séance, pour moi, ce qui était important, c'était pas de raconter les rêveurs ou ma vie familiale ou de faire un ego trip. Ce qui était important, c'était de mettre en perspective cette expérience-là dans cet hôpital de pédopsychiatrie avec ce que vivent les jeunes pour plusieurs raisons, pour qu'ils se sentent déstigmatisés. Car il n'y a aucun film qui montre un service comme celui-là, même des films étrangers. Donc il y avait un fort besoin de représentativité, il n'y avait rien, donc voilà. Et puis faire passer ce message, retrouver le goût de la vie, c'est possible, il y a des solutions. Et je crois beaucoup, moi, en l'art-thérapie, voilà, que ce soit la musique, le dessin, la peinture ou le sport, si on se sent pas l'âme d'un artiste. Et peu importe si on en fait son métier ou pas, mais trouver un exutoire, trouver un refuge, c'est pas juste une activité du mercredi et du samedi, c'est beaucoup plus que ça. Et aussi dire que parfois, quand on n'a pas de main tendue, quand on trouve pas de main tendue, on peut se les fabriquer soi-même. Moi, c'est cette phrase « Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort » qui a déclenché chez moi un élan, l'élan de m'inscrire dans ce cours de théâtre. Ça, avec le visage de Romy Schneider et son émotion. Mais je vous assure que quand on revoit le film, Une femme à sa fenêtre, on se dit mais comment une gamine de 14 ans peut avoir chopé cette phrase dans ce discours sur le marxisme et la politique. C'est un monologue qui est assez... qui faisait écho à votre Mais situation. ça faisait écho à quelque chose, et comme quoi quand on est prêt et quand on a besoin de main tendue, on va les chercher, quoi. C'était ce message d'espoir-là que je voulais faire passer aux jeunes, et puis plus globalement dire aussi à la société qu'il y a peut-être quelque chose une prise de conscience commune à avoir face à cette détresse qui augmente. Tous collectivement, je pense qu'on a quelque chose à faire. Moi, je crois beaucoup au tissu associatif. J'avais une grand-mère qui s'occupait de pas moins de 10 associations. Pourtant, c'était quelqu'un d'assez modeste. Elle donnait beaucoup de sa personne aussi. Et voilà, et je pense que maintenant qu'on voit les difficultés du gouvernement et les coupes budgétaires, on a de plus en plus la nécessité, les uns et les autres, de s'engager. Alors concrètement, quand vous mettez en place votre scénario, comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'à l'écran, on rentre à l'intérieur d'un service comme celui que vous montrez, d'un service de psychiatrie pour enfants. Et donc, forcément, vous avez un casting à composer. On sait que dans le cinéma, c'est pas forcément facile de diriger des enfants, mais alors diriger des enfants qui jouent des enfants en grande difficulté mentale, c'est puissance 2, quoi. J'ai tout de suite posé la question au professeur Marie-Rose Moreau, qui travaille à la Maison de Solène, qui m'a ouvert ses portes, et j'ai pu faire un atelier d'écriture là-bas, et je lui ai posé la question, au moment de l'écriture, je lui ai posé la question, est-ce que ça serait pertinent qu'il y ait effectivement des enfants qui puissent être sortis depuis quelque temps d'un service comme celui-là? Et elle m'a dit non, en aucun cas, ça risquerait de raviver des fragilités. Même si moi, je pense que de jouer ou de raconter à travers une fiction ces douleurs, c'est complètement salvateur. Ça a été mon cas pour ce premier texte qu'on m'a confié, Mademoiselle Else, puisque ça parle précisément de ça. C'était étonnant d'ailleurs que la professeure de théâtre me confie ce texte qui parle d'une jeune fille qui commet une tentative de suicide. Et elle ne savait pas du tout ce qui m'était arrivé. C'est la première chose que j'ai jouée. Donc, mais j'ai entendu son conseil, puisque c'est un grand professeur, et je voulais pas prendre le risque de blesser qui que ce soit ou de refragiliser qui que ce soit, surtout pas un enfant. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a aucune image choc. Vous l'aurez remarqué, on ne voit pas d'enfants contentionnés, on ne voit pas d'enfants à qui on donne des piqûres. Quand il y a une bagarre, il est filmé en contre-plongée et en fait il tape des oreillers.
il était hors de question pour moi de faire venir un cascadeur et de régler des cascades avec les enfants, même pour de faux, les faire se battre, je voulais pas. Donc voilà, c'était important pour moi de prendre des enfants qui allaient bien. Et on a choisi avec la directrice de casting, Elsa Pharaon, qui est une directrice de casting extraordinaire, qui a fait beaucoup de casting des films de Nakash Toledano. Et c'est eux d'ailleurs qui m'ont donné, puisque j'avais tourné avec eux tellement proche, je les ai appelés parce que je les aime énormément. Et c'est eux qui m'ont donné le contact d'Elsa. Et on a trouvé des acteurs, enfants, enfin je dis acteurs, mais ils n'avaient jamais joué pour la plupart. La jeune Elisabeth, qui joue Tessa, n'avait jamais joué, ni même pris de cours de théâtre. Voilà, et on a fait des ateliers. Grâce au théâtre que je connais bien, le théâtre du Rond-Point, le théâtre Marigny dans lequel j'ai joué, et le théâtre de la Porte Saint-Martin. Ils nous ont prêté leurs locaux et on a fait des ateliers 2 fois 3 jours avec les différents groupes. On s'est éclatés et on a improvisé plein de choses et tourné autour du scénario. On a même fait des ateliers d'écriture avec eux. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans cet univers. Et vous, de votre côté, vous avez fait des ateliers dans le service proprement dit? Oui, alors à la Maison de Solène. Ce qu'on voit dans le film. Exactement, à la Maison de Solène, pas à Necker. J'ai pas fait d'atelier à Necker. Mais j'avais déjà fait des ateliers d'écriture, alors rien à voir, mais c'est par là que j'ai commencé mes ateliers d'écriture à Sciences Politiques pendant 2 semestres avec des jeunes adultes. Et ensuite, après avoir fait ces 2 semestres où j'ai adoré faire ça, je me suis dit j'aimerais bien aller dans une zone d'éducation prioritaire. Et j'ai été donner des ateliers à Villiers-le-Bel. Et avec une amie journaliste, Delphine Sobabert, on a fait une pétition dans Le Monde pour que la porte d'entrée de l'écrit dans le primaire ne soit pas seulement la dictée, mais que l'école puisse être pas seulement évaluative, mais davantage créative. Et on continue. D'ailleurs, on est en train d'écrire un livre là-dessus. Voilà, et pour moi, c'est vous dire, je dis ça comme une parenthèse, mais c'est vous dire à quel point je crois aux ateliers d'écriture et à la nécessité de donner aux jeunes aujourd'hui des munitions, les moyens d'avoir une pensée critique, de savoir s'exprimer par eux-mêmes et pas simplement avec ChatGPT. De pouvoir être inventif, créer, se livrer, avoir des projets communs avec des restitutions publiques qui permettent à la fois de changer le regard qu'ils ont sur eux-mêmes, mais aussi le regard de leurs parents sur eux-mêmes, le regard de leurs professeurs sur eux-mêmes. Je ne sais pas s'il y a des professeurs dans la salle, mais... J'imagine que oui. Oui. Alors, il y a beaucoup de professeurs qui viennent me voir, en général, après la projection de ce film, et qui me disent à quel point ils sont démunis. Parce qu'ils les voient dans leur classe, ces enfants qui vont mal, et pour autant, ils ne reçoivent aucune formation. Et c'est assez compliqué quand on sait qu'il manque 20% d'infirmières dans les écoles, dans les établissements. L'autre jour, j'entendais à la radio qu'il y avait une infirmière, justement, une psychologue qui disait qu'elle avait 1400 élèves. Elle était seule pour 1400 élèves. Et moi, qui suis maman de 3 adolescents, il n'y a pas de psychologue, elle est toujours en recherche et sur la porte de l'infirmière, il y a toujours marqué en remplacement. Donc là aussi, il y a beaucoup à faire. Alors, on va pouvoir passer le micro dans la salle et afficher, voilà. Les spectateurs des autres salles peuvent évidemment envoyer les questions par SMS. Je veux dire aussi que les questions m'intéressent, mais peut-être encore plus vos ressentis. Voilà. Les critiques aussi. Maintenant, je suis solide, je peux les... Merci pour ce film. Merci. Oui, moi j'ai une question qui fait critique à la fois. Je voulais savoir comment vous avez préparé le rôle d'Elisabeth jeune avec l'actrice qui joue une Elisabeth très juste, très vraie. Comment vous avez abordé avec elle pour qu'elle soit aussi percutante, efficace et productive? Merci. Alors en fait, c'est une jeune fille qui va donc très bien
et qui n'est pas du tout hyper émotive. Mais pas du tout. Et je m'en étais rendu compte dans les essais et je m'étais dit, c'est pas grave, on pourra toujours rajouter des fausses larmes, mais c'est un peu étrange, ça marche pas forcément très bien, on sent un peu le truc. Alors j'ai cherché pendant longtemps avec elle comment libérer cette émotion, et pour pas que ça lui fasse mal aussi, pour que ça soit libérateur pour elle et pas désagréable. Et j'ai trouvé, alors c'était vraiment aux antipodes de ce qu'aiment les acteurs en général, je suis bien placée pour le savoir, quand le metteur en scène joue à votre place. C'est vraiment un truc horrible. Moi, je déteste ça et j'ai l'impression qu'après, il faut que j'imite. J'ai l'impression que je fais toujours moins bien. Donc, voilà. Mais là, ça marchait. C'est-à-dire que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai changé l'écriture du scénario. Et c'est pour cette raison-là que mon personnage adulte va dans le service et pleure et crie avec elle. C'est que quand je jouais les choses à côté d'elle, avant elle, ou parfois elle commençait, puis je faisais une prise, puis elle reprenait, ça l'autorisait en quelque sorte à aller loin, à se sentir accompagnée. Donc on était deux Elisabeth main dans la main. Et voilà comment, il y a même un moment qui était assez cocasse, c'est dans les toilettes, vous imaginez la petitesse des toilettes, il y avait Irina Lubchansky qui cadrait comme ça, la chef-op qui cadrait, complètement coincée, moi encore plus coincée à côté d'elle, qui pleurait pour permettre à Tessa de pleurer avec moi, de ne pas avoir peur de pleurer, de ne pas se sentir seule à vivre cette scène émotionnelle. Et de la même manière, la scène avec Romy Schneider, on n'avait pas les effets spéciaux avec Romy Schneider, donc la pauvre, elle regardait une télé vide. Comment avoir de l'émotion avec un écran vide ? C'était impossible. Donc j'étais cachée derrière la caméra comme ça et je pleurais pour elle derrière la télé. Alors, j'ai une question qui nous vient de Carole du cinéma Vogue à Bazas. Bonjour, merci pour ce film magnifique. Pouvez-vous expliquer le choix des musiques ? Alors le choix des musiques qu'on a reprises, Dalida, Laissez-moi danser, pour moi c'est vraiment un appel à la vie. Encore une fois, je voulais que ce film, même s'il aborde un sujet difficile, douloureux et crucial aujourd'hui, je voulais que ça reste quelque chose qui nous amène vers la lumière, vers les couleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le centre, dans l'hôpital psychiatrique, au début, toutes les couleurs sont bleutées et blanches. Et plus ça va, plus on... Même les plateaux repas, j'ai voulu que les plateaux repas soient avec de la purée, des choses blanches, claires. Et puis petit à petit, il y a des Babybel, il y a des... Voilà, ça, jusqu'à la scène de la boum, où tout s'envole et où il y a toutes ces couleurs acidulées. Et donc pour les musiques, voilà, j'ai choisi des musiques qui aussi sont entraînantes, nous rappellent nos années 80. Et les jeunes d'ailleurs aiment beaucoup les reprises des années 80, donc comme c'est un film pour eux aussi, je voulais que ça leur parle. Et pour les restes des musiques, les musiques qui sont composées, elles sont composées par mon frère, Benoît Carré, dont c'est la première composition de musique de film. Et ce que vous avez vu est tout à fait juste. Je passais mon temps à l'écouter, imiter Keith Jarrett quand j'étais petite. Mais on écoutait non seulement Keith Jarrett, mais beaucoup de musique de film, comme Ennio Morricone ou Vangelis. Et je lui disais toujours, mais tu feras des musiques de film plus tard. C'était un peu son rêve. Et il a pris un autre chemin. Il a eu un groupe Lily Cube. Peut-être certains d'entre vous connaissent Voyage en Italie. Il a composé pour Johnny Hallyday, il a composé pour Imani, il a composé pour Françoise Hardy, il a travaillé avec Stromae. Voilà, il a fait beaucoup de travail aussi pour les autres, en dehors de travaux pour les autres, en dehors de son propre travail à lui. Et il est un grand spécialiste d'intelligence artificielle en musique. Et quand je lui ai demandé, évidemment, c'était une évidence de faire la musique de ce film. Je ne peux pas vous dire, c'était merveilleux, parce que chaque fois qu'il envoyait une musique avec la monteuse Annette, on la posait sur les images. Et puis voilà, il n'y avait rien à faire, rien à couper, rien à retravailler, rien à changer. C'était l'ADN du film. Alors, j'ai une
spectateur ou une spectatrice qui a été dans le service qui est décrit dans le film et qui écrit ceci. Merci, le film donne de l'espoir. Bravo pour avoir donné l'atmosphère de Necker, dont je me rappelle bien du carrelage. J'espère qu'il n'y a plus de seau dans la salle d'attente pour l'évaluation des enfants autistes. Le seau recevait la pluie à cause des fuites dans le toit. Le service du docteur Matlinger, ou Matlinger, je ne sais pas si je prononce bien. Donc ce n'est pas une question, c'est plutôt juste un commentaire. Merci beaucoup de partager votre expérience avec nous. Je sais que ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu honte pendant des années. La première fois que j'en ai parlé, j'étais sur un tournage. Et il y avait, on tournait dans une aile désaffectée, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Et, ou même un peu plus que ça, puisque j'allaitais ma fille, donc c'était il y a 15 ans. Et l'aile désaffectée, voilà, on jouait dedans, puis juste à côté, il y avait un service de pédopsie, et on partageait le repas, enfin, on n'était pas loin de ces enfants et ces adolescents. Et j'étais les voir. Et c'est la première fois où je leur en ai parlé, où je leur ai dit moi j'ai partagé votre expérience. Et puis quand j'ai vu que ça leur avait fait du bien, qu'on vienne leur dire ça, je me suis dit qu'il fallait effectivement en parler. Voilà, mais ça, c'est resté si longtemps tabou pour moi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'espère que ce film sera utile. C'est difficile quand vous sortez d'un service de pédopsychiatrie, vu que ça n'est pas représenté. Comment vous en parlez autour de vous ? C'est très difficile de le décrire aux parents, aux amis, quand vous rentrez à l'école, c'est compliqué. Donc là, peut-être que ça sera, j'espère, un outil, en fait, pour échanger là-dessus. Alors, il y a une question qui est revenue déjà 3 fois, donc je vais quand même la poser. L'amie d'Elisabeth à Necker, elle a existé, Elisabeth l'a-t-elle retrouvée ? C'est une question qui revient à chaque débat et qui suscite beaucoup d'émotions. Beaucoup alors oui, elle a existé, bien sûr. Elle m'avait donné son téléphone que j'ai pas sur un papier que j'ai pas laissé comme ça sur une table, mais que j'ai perdu. Et donc, j'ai pas fait cette recherche que fait Elisabeth, mais dans un coin de ma tête, j'ai ce vœu qu'un jour elle vienne comme ça à la fin d'une projection comme celle-ci et me dire que tout va bien. Alors, il y a beaucoup de messages. Donc, un message très court. J'ai 15 ans, merci d'avoir mis des mots MOTS sur mes mots MAUX. Voilà. J'ai envie de te dire... pardon, je te tutoie du coup. J'ai envie de te dire aussi merci de le dire. C'est très important. Et puis, ce message, en fait, que j'essaye de faire passer sur tout ce film, qui est un message... en fait, je l'ai formulé quand une journaliste m'a posé une question qui m'a beaucoup émue au moment de la sortie du livre. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que vous diriez à cet enfant de 14 ans que vous étiez ? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ?» Eh bien, je lui dirais, et je te dirais à toi aussi, ne t'inquiète pas, ça passe. Ça peut mettre du temps, mais ça passe. Alors, une question très concrète qu'on pourrait aussi poser à propos du livre. Bonjour, la cigarette pour des enfants de 12 ans en hôpital psychiatrique, est-ce plausible ? Merci. C'était les années 80. Je ne parle même pas des années 70 où les parents fumaient dans les voitures avec les vitres fermées sans ceinture de sécurité. J'en connais dans la salle qui l'ont vécu. Voilà, et je dis bien à la fin, attention, hein, les enfants ont crapoté de fausses cigarettes. À aucun moment je leur ai dit « Mais non, mais tu crapotes, c'est pas comme ça qu'on fume. » Non, je les ai laissés crapoter tranquillement, gentiment. Et voilà. Et effectivement, je suis là pour le dire. Oui, j'ai vraiment fait cette pétition. Et on a vraiment été fumés dehors et on était si heureux d'avoir une opportunité de sortir. En réalité, c'était pas tellement pour fumer, c'était juste pour mettre un pied dehors. Alors, ce film a été... Boom aussi, d'ailleurs, a vraiment été... Il y a des questions à Pessac. Non, pas encore. Bon, alors on continue avec les questions des autres salles. Ce film a-t-il été projeté à des jeunes ou jeunes adultes d'aujourd'hui, donc sans recul par rapport à vous, qui ont été hospitalisés, et quelles ont été leurs réactions ? Oui, on a fait des projections, et merci d'ailleurs à Renaud qui les a organisées, à la distribution, notamment à Valenciennes, avec des salles entières de lycéens.
Et ça a été fantastique. Vraiment un souvenir inoubliable. Le souvenir d'un enfant, d'un adolescent, d'une adolescente qui s'est levée et qui avait une émotion très puissante, très communicative, et pour dire qu'elle avait subi du harcèlement et que ce film lui correspondait puisqu'elle s'était inscrite dans un cours de théâtre et qu'après ça, elle s'est sentie beaucoup mieux. Et elle a parlé longtemps malgré l'émotion et ça a été bouleversant. Alors, une question à Pessac. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir. La phrase de Victor Lanoux dans le film Une femme à sa fenêtre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que ça vous a inspiré? Oui, c'était... donc je vous ai dit, c'était dans un petit monologue qui parlait du marxisme. Mais à un moment donné, il disait, au milieu d'une diatribe politique comme ça, préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Je crois même que c'était opposé, mais j'ai préféré changer. Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Et j'ai vraiment été chercher dans un cahier, vous voyez, j'ai toujours des cahiers sur moi, j'ai vraiment été chercher mon cahier, j'ai noté cette phrase, et en dessous, j'ai vraiment mis ces grands V, vivre, 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 en me disant que ça ressemblait à des oiseaux qui s'envolaient. Et dans le film, j'ai eu l'envie, ce désir, c'est ça qui est chouette avec le cinéma, c'est qu'on peut tout faire. J'ai eu envie qu'il s'envole. Voilà, et j'ai marqué en dessous, préférer les risques de la vie et faire comme Romy Schneider, m'inscrire dans un cours de théâtre. Et c'est ce que j'ai fait à la sortie. Cette phrase, elle est très importante parce que, oui, c'est ce que je vous disais en prélude à cette projection. Un film, une phrase, une histoire peut vous sauver une soirée. Moi, j'appelle ça les phrases bijoux. Je préfère qu'on m'offre une belle phrase comme ça qu'un bijou, personnellement. Mais une belle phrase bijou comme ça, mais ça peut vous faire toute la vie, en fait. Par exemple, il y en a une autre que j'adore, qui est « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». C'est une phrase de Cocteau. Et il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, d'une chanteuse qui s'appelle Lassa, qui dit, là je vous livre toutes mes phrases bijoux dans mon top 5, hein. Je vous livre mon top 5. La chanteuse Lassa qui dit « Ne me tente pas avec la perfection, j'ai d'autres choses à faire ». Elle est belle celle-là, parce que c'est vrai que souvent c'est nous qui, il n'y a même pas besoin que quelqu'un d'autre vous tente, c'est nous qui voulons à tout prix que ça soit parfait, en fait. C'est tellement pas la peine. On est tellement mieux, un peu bancal, un peu fragile, un peu... Voilà. Les erreurs, les ratures sont précieuses aussi. Alors, une question ici. Oui, bonsoir et merci pour ce film. Donc, une question par rapport au montage financier, à la production de ce film. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que le sujet, quand même, est un sujet, on peut dire, particulier? Dites-nous un peu plus, s'il vous plaît, oui, par rapport à ça. Oui, ça a été... Alors, j'ai été très épaulée par Philippe Godot, à la Pan-Européenne, et Camille Jantet, la productrice aussi. D'abord parce que Philippe Godot est venu me chercher. C'est lui qui m'a proposé de faire quelque chose de mon écriture. Dès 2018, c'est le premier. Après, il y a eu quelques autres producteurs qui ont été intéressés par mon écriture, mais lui a été si enthousiaste et est revenu à plusieurs reprises, à chaque sortie de livre, en fait. Et puis... mais après, oui, ça a été... oui, convaincre les chaînes... le CNC, on a fait ce pari parce qu'à un moment donné, on n'avait pas assez. Pourquoi ? Parce que tourner avec des enfants, ça répond un peu à la question aussi de tout à l'heure, tourner avec des enfants en France, c'est merveilleux, mais il y a une législation, et c'est tant mieux. On ne peut tourner que 3 heures par jour avec les plus jeunes, 4 avec les 14 ans, 4 heures avec les 14 ans, et ça passe à 6 heures avec les 14-16 ans, pendant les vacances scolaires. Mais 3, 4, 6 heures, c'est très peu quand on a le sujet principal et les enfants et qu'on ne peut pas switcher sur une scène avec des adultes, ce qui était mon cas. Donc on avait besoin de longs temps de tournage, c'est-à-dire 7 mois et demi. Et on aurait pu tenir en 6 semaines, mais avec tous ces contraintes horaires, c'était compliqué.
Donc on a décidé de passer le CNC en urgence, c'est-à-dire de griller une cartouche, une chance de plus de passer le CNC parce que quand on passe le CNC, on peut passer 3 fois. Et nous, on a grillé nos cartouches, et là, je leur ai lu toutes les associations que j'avais essayé de contacter pour faire avancer les choses, pour que le film puisse se faire. Alors, je crois qu'ils ont eu pitié. Quand ils ont vu la liste de toutes ces associations, il y en avait des pages et des pages. Pour m'arrêter, ils ont dit OK. Alors, une question d'Isabelle du Comédia A7 qui nous ramène au film, mais aussi au livre. Je voulais savoir pourquoi l'appartement est rouge et imprime une telle atmosphère. Merci pour ce film magnifique. C'est l'appartement de mon enfance. Et je suis bien d'accord, une telle atmosphère. Et c'est peut-être pour ça, vous l'avez vu, on termine par le rouge du théâtre à la fin. C'est peut-être pour ça que je me suis tout de suite sentie chez moi, dans tout ce rouge, et que je continue à autant apprécier ce lieu. C'est Modiano qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelait « Nos débuts dans la vie », qui parlait du théâtre, qui est une pièce de théâtre d'ailleurs. Il a écrit que 2 pièces de théâtre, ou 3, mais 2 je crois. Et celle-là est magnifique, elle n'a jamais été montée, j'espère qu'on la montera un jour. Et il dit qu'on n'est jamais aussi bien sur scène, c'est même pas la peine de partir en vacances, ni d'aller à la mer, ni d'aller à la montagne. C'est sur une scène de théâtre qu'on respire le mieux. Je suis bien d'accord. Et donc mon père était designer dans les années 70, il aimait manifestement le rouge, donc tout, absolument tout était rouge. Mais des murs au plafond, jusqu'aux toilettes, en passant par le saladier, tous les objets, les couteaux, les fourchettes, je ne sais pas quoi dire, moi, le pèse-aliments, tout était rouge. Et oui, c'est assez particulier de grandir dans un univers comme celui-là. Je suis toujours à la recherche d'un appartement qui lui ressemblerait de près ou de loin, puisque c'était une location, donc on est nombreux à avoir vécu ça, je crois, des maisons d'enfance qu'on est obligé de fermer, des appartements en location, la porte se referme pour toujours. Donc écrire le livre, c'était aussi revenir dans... et le recréer au cinéma. Et le recréer au cinéma, exactement. Mais je croyais que ça allait être difficile au cinéma, et grâce au talent de Nicolas Debois-Cuillet, on a réussi, je crois. C'est une évocation, c'est pas tout à fait ça, mais mes frères qui sont venus le visiter étaient saisis comme moi, quand même. Alors, j'ai un message de Marlène du cinéma Castillet à Perpignan. Bonsoir Isabelle, merci pour tant de justesse. Ayant connu cette situation en 2003 à l'âge de 11 ans, j'ai retrouvé tant de situations personnelles, les sentiments décuplés notamment, et les amitiés qui se créent naturellement dans ce milieu fermé. Une part de nous y reste, même si la vie, heureusement, finit par reprendre le dessus. J'espère que votre film ouvrira bien des portes. Quelle réussite et quelle émotion. Merci de raconter ça. Oui, vous aviez 11 ans et pourtant une part de vous reste là-bas. Je ne peux pas dire le contraire, puisque même si on a parlé des circonstances qui ont fait que Elisabeth, et donc moi, adulte, s'est retrouvée là-bas à jouer, et non seulement filmer, mais aussi jouer cet internement, rejouer cet internement. Oui, je crois que c'est juste, une part de nous reste là-bas. Mais le message que je veux passer, j'espère qu'il passe, c'est que même dans un endroit qui peut sembler le plus sombre qu'on connaisse, c'est là, paradoxalement, que j'ai trouvé la solution pour moi. Et effectivement, l'amitié, vous avez absolument de raison de le dire, l'amitié est hyper importante parce que tout à coup, on réalise qu'on n'est pas seul, qu'on a d'autres patients autour de nous qui traversent les mêmes choses. Et même si c'est difficile, c'est compliqué de se revoir ensuite après, on a envie de tourner la page. Mais vous voyez, avec le personnage d'Isker, à quel point sont des êtres qui restent en vous. Et cette amitié, elle reste si présente, au point que voilà, Elisabeth la recherche à travers d'autres enfants dans les ateliers d'écriture. Évidemment, c'est un peu moi qui la recherche aussi. Alors, on peut imaginer, pardon de le dire comme ça, mais qu'elle va découvrir le film, tout simplement. J'aimerais bien, c'est un vieux... Alors j'ai un subterfuge, évidemment, c'est que j'ai pas changé le nom des autres enfants, mais j'ai changé son prénom à elle. Et comme elle a un prénom rare, voire très rare,
Je sais que si elle vient vers moi à la fin d'une projection, peut-être là, tout à l'heure, je ne sais pas, si elle vient vers moi, je lui demanderai quel est son vrai prénom, et comme ça je saurai la reconnaître, parce que sinon, il y a quand même des dizaines d'années qui sont passées. Alors, une question personnelle qui nous vient du cinéma Port-de-Bouc. Pensez-vous que c'est seulement votre chagrin d'amour qui vous a poussé à vouloir mourir, en tout cas à faire une tentative de suicide, ou aviez-vous avant une certaine fragilité peut-être par rapport à votre mère ? C'est intéressant, merci de poser cette question, ça ne me dérange pas du tout d'en parler, parce que c'est important de le dire, c'est jamais un facteur en fait qui fait qu'il y a un passage à l'acte. Et ça, je veux le dire aussi pour les parents, pour les déculpabiliser, c'est jamais un seul facteur, c'est une multitude de facteurs, et celle que j'ai envie de mettre en avant, celui que j'ai envie de mettre en avant, c'est le moment dans lequel on est aujourd'hui dans notre société, quand on est soi-même en mutation, en tant qu'être humain, en tant qu'adolescent. Elle l'a très bien décrit, Françoise Dolto, en parlant du complexe du homard. Le bébé homard a sa carapace, l'adulte homard a sa carapace, mais à un moment, il la perd. Et c'est ce que vivent les adolescents, ils sont sans carapace. Et ce moment-là, faut imaginer pour nous, cette société qui est déjà complexe, illisible, anxiogène, il faut imaginer ce que ça peut être pour un adolescent. Et j'aimerais vraiment que si le film peut provoquer des débats, ça serait fantastique, pour se demander mais pourquoi nos adolescents vont-ils si mal ? Et comment on peut faire pour leur redonner de l'espoir, qu'ils aient le sentiment que l'avenir peut s'envisager avec optimisme. Parler de l'éco-anxiété, on a parlé du harcèlement, mais est-ce que ce n'est pas le reflet de la violence de la société dans laquelle on est ? Alors c'est pour ça aussi, c'est bien d'en parler, mais c'est bien aussi de dire qu'il y a des gens de bonne volonté, des gens qui, ont conscience de ce qu'ils traversent et de ce que nous traversons collectivement, de la difficulté de ces moments transitoires, de ces moments où on est en évolution XXL, quoi. Et comment on peut les aider à poser leurs écrans, comment on peut les aider à trouver des mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. Voilà, il y a tant de choses à faire en réalité, mais encore faut-il regarder les choses en face et ne pas être dans le déni de ce mal-être qui est le leur aujourd'hui. Alors, une question à Pessac. J'ai une seconde question assez anecdotique, mais il y a une des infirmières qui ressemble, j'ai trouvé, étrangement à Françoise Dolto. Est-ce que c'est un hasard ou je suis le seul à avoir vu ça? C'est marrant, j'avais pas remarqué. Quelle infirmière? Celle qui a, un âge certain, enfin, qui est plus âgée. Ah oui, ok. Ah, vous avez trouvé aussi? Oui? Ah, je vais regarder ça de plus près. Juste une précision. Je m'en étais pas rendu compte. Génial, j'adore cette idée. Alors, il y a une question au 3e rang sur la droite. Non, c'est... Pardon, j'étais bloquée sur Françoise Dolto, là, d'un coup. C'est juste une précision. Je crois que l'infirmière, parce que j'ai eu exactement la même idée, je crois qu'elle s'appelle Françoise en plus. Incroyable! Dans le film. C'est Françoise l'infirmière, non? Non, c'est pas la même, il y a un débat. Ah, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. En tout cas, je vous promets que je vais regarder ça de plus près, alors merci beaucoup. J'adore l'idée qu'elle soit un peu avec nous. Alors, encore quelques questions. Une question d'une autre salle. Bravo. Comment vos frères ont-ils réagi à votre hospitalisation? Bravo pour le film. C'est comme je le raconte, mon grand frère qui m'a trouvée. Donc, il a évidemment été très ému. Mon petit frère, il était petit à ce moment-là, donc, et on l'a un peu protégé, heureusement. Mon frère Benoît l'a beaucoup donc participé au film. On en a reparlé, c'était très émouvant. La première fois qu'on a vu une demi-heure du film en montage, la monteuse a dit « Mais c'est incroyable, vous n'avez pas respiré.
Moi-même, je n'ai pas respiré. On a été en apnée tous les trois pendant une demi-heure. Ouais, c'était... le film m'a un peu vengée dans le sens où mon frère n'avait pas le droit de venir. Et dans le film, je le fais revenir. Parce que bon, il n'a pas donné d'atelier à Necker. Comme je vous l'ai dit, j'ai donné un atelier d'écriture, mais à la Maison de Solène, et pas à Necker. Et même si j'ai le projet d'aller là-bas, parce qu'ils ont une radio là-bas, c'est fantastique. Comme le dit mon personnage, maintenant qu'on sait faire, il n'y a plus de moyens, plus de soignants. On sait faire tant de choses. Et à Necker, par exemple, de créer une radio dans l'hôpital, c'est fantastique. Et ils m'ont invité pour venir animer une matinée à la radio là-bas. Donc évidemment, je vais le faire. Mais voilà, pour répondre à votre question, mon frère est quand même allé un peu là-bas, des années plus tard, à travers le film. Alors. Oui, une question, s'il vous plaît. Oui, merci pour ce, je dirais pas film, mais ce beau partage. C'est un partage de votre vie, donc c'est magnifique. J'avais une question sur l'origine de votre livre, en fait. Vous avez mis du temps, vous avez fini par vous raconter. Quel a été le déclic ? Est-ce que c'est votre vie de mère, peut-être, avec vos enfants ? Est-ce que c'est la société ? Voilà. Merci beaucoup. Là aussi, il y a eu plusieurs facteurs, mais je parlerai du film des frères Larieux, 21 nuits avec Paty. Pendant tout le film, je passais mon temps à écouter les histoires de Karine Viard. Et à la fin, mon personnage prenait la parole, à la toute fin, dans un grand monologue qui m'a foutu une sacrée trouille à jouer, pour dire son désir, un grand monologue pour dire son désir. Et à la suite de ça, grâce aux frères Larieux aussi, j'ai rencontré Philippe Dian, qui parlait de ses ateliers d'écriture organisés chez Gallimard. Et donc, je me suis inscrite à un de ces ateliers d'écriture. Et là, j'ai pu écrire, avec ses encouragements, le tout début du premier chapitre des Rêveurs. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question du temps qui passe. J'avais ce désir, j'écrivais dans ma tête et j'avais fait plein de tentatives avortées sur l'écriture de ce livre pendant tant d'années, je pourrais dire 20 ans. Et j'aime toujours être au service des auteurs, dire les mots des autres. Et c'est très... inhibant de jouer du Shakespeare, du Lars Norén, du Marie Ndiaye. Tout à l'heure, je vous ai, en attendant que les autres soient connectés, du Molière. Enfin voilà. Et après, se dire, tiens, je vais écrire ma petite bafouille, c'est pas simple. Mais en réalité, c'est une question, et je l'ai dit aux étudiants de Sciences Po lors de ces 2 semestres d'atelier d'écriture, la question de la légitimité, c'est vraiment un piège. Il faut surtout pas se la poser. Ce qui compte, c'est que chacun d'entre nous a, une expérience, une vision, un regard sur le monde, et que ça, c'est riche. Et de prendre le temps, parce que je suis sûre que chacun peut y arriver, en fin de compte. C'est pas moi qui le dis, c'est Virginia Woolf. Elle dit on devrait mettre à l'amende tous les auteurs trop prolixes, dont elle, et permettre à chacun d'écrire au moins un livre et de préférence une autobiographie. Donc je vous encourage à vous inscrire à un atelier d'écriture. Merci beaucoup Isabelle Carré. Merci. Alors, je retransmets simplement un tout dernier message et nous nous excusons évidemment par rapport aux autres salles, par rapport à l'incident de tout à l'heure, mais je tiens à dire que nous n'avons réellement commencé que quand nous étions en direct avec les autres salles. On a eu droit à juste un petit peu de Molière, mais c'était rapide. Voilà. Donc, dernier message. Tellement touchant, je suis ému, délicatesse et respect des êtres, vous avez trouvé un langage universel. Bon ben voilà, vous allez me faire pleurer, hein. J'avais réussi à... Merci.